Donc c'est sur un point quand même assez précis que je vais intervenir. C'est souvent une pratique qui est rapportée dans tous les journaux, c'est la place du médecin généraliste dans la prise en charge de la toxicomanie. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu, ne serait-ce que début d'année jusqu'à maintenant, combien de médecins généralistes ont été traînés devant les tribunaux et emprisonnés pour avoir prescrit ou pour avoir été quelque part complices d'une prescription ou d'être considérés comme des dealers. Et donc c'est sur ce point-là que j'ai envie d'intervenir pour de toute façon à lever les équivoques et surtout à peut-être entraîner un débat avec vous. Il y a actuellement en Algérie, il y a une législation concernant les psychotropes. Alors, tous les psychotropes se ressemblent pour le magistrat. Mais il n'y a pas un psychotrope qui soit différent d'un autre psychotrope et chacun est passible d'un emprisonnement chaque fois qu'il prescrit d'une manière abusive un psychotrope. C'est quoi le psychotrope? Eh bien, tout produit illicite. C'est quoi tout produit illicite? Eh bien, tout produit qui ressemblerait à quelque chose que les psychiatres auraient tendance à prescrire. Voilà. Donc, c'est sur ce débat que je souhaite vous entraîner et je souhaite qu'il y ait des questions qui sont tout à fait d'ordre pratique pour pouvoir y répondre d'une manière claire. Alors, d'ores et déjà, on cadre le problème. C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir que c'est un problème de santé publique, la toxicomanie. C'est quelque chose qui est fréquent en Algérie. Elle est en nette progression. C'est un problème de santé publique qui est sans cesse croissant. Et tout le monde le sait. Seulement, les études épidémiologiques qui seraient nationales, elles sont occultées pour ne pas montrer si vous voulez, la partie immergée de l'iceberg qui est un problème de santé publique. Alors, c'est très simple. Je n'ai pas rapporté un petit peu tous les problèmes épidémiologiques. Il y a régulièrement dans les journaux des saisies de drogue de plus en plus importantes. C'est clair. Et des psychotropes, du kiff, de la cocaïne. Je crois que vous avez tous été pratiquement surpris de la quantité importante de drogue qui est saisie. Et le produit, bien sûr, le plus consommé, c'est le cannabis. Et il faut savoir que c'est quelque chose qui, à l'époque, était réservé à un milieu d'artistes, était réservé à des catégories sociales défavorisées. Maintenant, toutes les catégories sont touchées et pratiquement toutes les catégories sociales et pratiquement du plus jeune au plus âgé sont touchés par ce phénomène. C'est quelque chose que l'on voit dans toutes les catégories sociales. Donc c'est un problème qui nous touche quelque peu et qui nous interpelle dans notre prise en charge. Alors, il faut dire que c'est quoi toxicomanie, c'est quoi pharmacodépendant, c'est quoi addiction. Il est bien évident qu'à un moment donné, en 1960, on utilisait beaucoup plus le terme de toxicomanie. C'est-à-dire, il y a une dépendance à un produit, c'est-à-dire que c'est une folie impérieuse de là à être dépendant d'un produit et qu'on appelait un poison. Donc c'était un usage répété, injustifié et qui nous amène à nous emprisonner face à ce produit-là. Seulement, toxicomanie, c'était un terme assez péjoratif, qui était beaucoup plus stigmatisant. Et donc, on lui a préféré, quelque temps après, on lui a préféré le terme de pharmacodépendance. C'est-à-dire, il y a une substance à laquelle on y tient et à laquelle on est emprisonné. Et puis, par la suite, les études ont montré que finalement, ce n'est pas
la substance en elle-même qui nous emprisonne. Ce n'est pas la substance. C'est notre comportement à la substance qui nous emprisonne. Et c'est pour ça qu'on lui préfère le terme d'addiction. C'est-à-dire que finalement, on a découvert que finalement la toxicomanie, la pharmacodépendance et maintenant l'addiction, c'est une maladie du cerveau. Quand j'avais commencé la psychiatrie, on avait dit, tiens, ce sont des gens qui ont voulu être toxicomanes, qui ont voulu être pharmacodépendants, qui ont voulu être addicts, et donc c'était un comportement. Tout comme ils y sont rentrés, tout comme ils peuvent en sortir. Mais on s'est rendu compte que les choses n'étaient pas aussi simples que ça. C'est donc une maladie du cerveau. C'est une maladie qui touche plusieurs régions du cerveau. Je vais vous le montrer à travers un slide, que tous les scientifiques s'accordent à dire que c'est une maladie du cerveau. Donc on parle d'addiction. Mais d'où nous vient le mot addiction? Le mot addiction était quelque chose réservé aux magistrats romains. Et à l'époque, addict veut dire vous êtes esclave de quelque chose. Vous comprenez? Et donc, l'ordonnance d'un magistrat romain dit que quand vous avez des créances, c'est-à-dire que vous êtes endetté, eh bien, vous êtes addict à cette personne, c'est-à-dire vous êtes sous la dépendance de cette personne jusqu'à ce que vous payiez vos dettes. Et donc c'est un terme ancien que les scientifiques ont repris d'une manière juste. Ça veut dire que l'on est dépendant d'un comportement, on est dépendant de quelque chose. Seulement, le problème, c'est que les choses ont tendance à se complexifier. En fait, on est dépendant de pas mal de choses dans notre vie quotidienne. On est dépendant de nos habitudes alimentaires. On est dépendant de nos habitudes de vie. On est dépendant de notre façon de nous comporter. Et donc, l'addiction, c'est quelque chose qui est habituel en nous. C'est tout à fait quelque chose d'habituel. Et donc, on a étendu le terme d'addiction à tous les comportements de plaisir. C'est-à-dire que chaque fois dans la vie, il y a quelque chose qui vous fasse plaisir, naturellement, dans votre comportement, vous avez tendance à aller le rechercher dans la vie de tous les jours. Naturellement, vous comprenez. C'est-à-dire que si réellement quelque chose vous a amené une grande satisfaction, et chaque fois que vous êtes à l'idée d'être en face de cette situation, vous avez dans le cerveau une production d'une substance qu'on appelle la dopamine, c'est la molécule du plaisir, naturellement. Et donc vous êtes dépendant de cette situation. C'est-à-dire toute votre vie, vous allez traîner ce sentiment que vous allez garder en vous, qui vous a amené un maximum de plaisir. Et la dopamine, c'est la molécule qui vous amène à être motivé. Dans la vie de tous les jours, c'est ça, vous comprenez. Vous ne pouvez pas être motivé si vous n'avez pas de la dopamine qui serait en excès à un moment donné de votre vie. C'est naturel, tout à fait naturel. Et donc, on a étendu ça à tous les comportements. Par exemple, manger, beaucoup manger. Vous comprenez. Par exemple, beaucoup dormir. Par exemple, jouer. Jouer des actes comme... Par contre, vous voyez des gens qui sont accrochés à leur tablette. À leur tablette, tout de suite, comme ça, et puis ils font un score de 1000, puis 2000, 3000, 4000, 5000, vous comprenez. Et ce sont des comportements de plaisir. C'est-à-dire qu'au niveau de leur cerveau, il y a une production accrue de dopamine au niveau de l'aire tegmentale ventrale, et donc ils sont à la recherche toujours de plaisir, de sensations de plus en plus fortes. Quand quelqu'un fume pour la première fois une cigarette, ça lui amène un plaisir, eh bien, il aura tendance à reproduire cet aspect parce que c'est quelque chose qui lui a amené du plaisir.
Donc, on a étendu le mot addiction à l'addiction au jeu, l'addiction au sexe, l'addiction à la nourriture et l'addiction pratiquement à tous les comportements, à l'addiction à la vitesse, vous comprenez, voilà. Ce qui est important, c'est de situer les éléments de gravité. Il est bien évident qu'on ne va pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a une gradation. Et ça, il faut le savoir. C'est-à-dire que ce n'est pas une utilisation d'un toxique à un moment donné de sa vie qui fait de nous toxicomanes ou addicts. C'est au départ, c'est un usage simple. Alors, les Américains ont beaucoup étudié ça. Vous comprenez? Comment se fait-il qu'à un usage simple, à un moment donné, on redevient addict? C'est clair, c'est-à-dire que cet usage, c'est très simple. Prenons un exemple autre. Vous jouez au loto. Vous jouez à quelque chose qui vous ramène une somme magnifique, une belle somme, une très belle somme. Alors à ce moment-là, vous êtes pratiquement passionné par cette expérience et vous aurez tendance à vouloir la récidiver. Mais pour la récidiver, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre cerveau, il y a une libération accrue de dopamine qui vous a amené un maximum de plaisir et que vous souhaitez à chaque fois la renouveler. C'est exactement la même chose qui se passe pour le toxique. Le toxique, voilà quelqu'un qui prend un toxique. Si je prends dans cette salle, on leur dit, voilà, on va tous fumer un joint. Il y a des gens qui vont trouver dans ce joint un maximum de plaisir. Et donc ce maximum de plaisir, il va être renouvelé. Par contre, d'autres, ils ne vont pas renouveler parce qu'il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de satisfaction. Donc il n'a pas tendance à renouveler cela. C'est clair. Vous mangez quelque chose qui vous fasse plaisir, vous aurez tendance à renouveler, vous comprenez? Et si d'autres n'ont pas tendance à renouveler. Alors, dans cette façon de renouveler, ça veut dire que vous allez entraîner tous les circuits cérébraux vers des habitudes. Et vous allez vous emprisonner progressivement, vous allez être emprisonné de telle façon à ce que vous ne recherchez que le plaisir. Ça, c'est quand ça commence à devenir pas bien. Et c'est en ce sens qu'au départ, les choses peuvent se rectifier. À un moment donné, vous perdez la liberté de contrôler les choses. Donc, vous pensez bien que c'est à ce moment-là, je ne sais pas si ça... Non. C'est à ce moment, c'est au moment de l'usage et de l'usage à risque que les choses peuvent se contrôler. Vous comprenez? On sait que ça a amené maximum de plaisir, mais il y a un raisonnement. Il y a un raisonnement. C'est-à-dire que quand on prend quelque chose qui nous fasse plaisir, le cerveau est leurré. Il nous renseigne comme quoi que tout va bien. Que tout est bien, pas de problème. Et je baigne dans de bonheur, vous comprenez. Seulement, à un moment donné, de renouvellement de ces prises, le cœur va être défaillant, les poumons vont être défaillants, le rein va être défaillant, mais le cerveau, il est renseigné comment? Il est renseigné que tout va bien. Vous comprenez? Donc, continuons dans cette prise à un moment donné, jusqu'au moment de l'overdose, et puis les choses partent sans qu'il ait conscience de sa propre mort. Et ça, c'est quand même fondamental. Donc, c'est en ce sens qu'au départ, au niveau de l'usage et de l'usage à risque, les choses peuvent être négociées, mais à un moment donné, quand on est dans la dépendance, les choses ne peuvent plus se passer comme dans le bon gré de s'en sortir. Il a besoin d'une prise en charge médicale. Vous comprenez? Il a besoin d'un médecin généraliste. Il a besoin d'un médecin spécialiste. Il a besoin d'un circuit de soins. Il perd toute sa volonté de contrôler les choses. Voilà donc, voilà ce qui se passe dans notre cerveau. Il se passe dans notre cerveau que quand on prend quelque chose de bénéfique,
vraiment qui nous fasse plaisir. Voici pratiquement toutes les structures cérébrales qui sont atteintes. C'est-à-dire qu'on prend quelque chose qui nous fasse plaisir, l'aire tegmentale ventrale qui est juste en dessous de l'orbitofrontal, elle est inondée d'une molécule qui est la dopamine et qui nous renseigne le cerveau comme quoi que tout va bien. Je baigne dans du bonheur. C'est la molécule du plaisir. Et elle inonde dans le sens... Et il y a une expérience assez importante qu'il aura tendance à renouveler. Et à un moment donné, dans ce renouvellement, le patient perd tout le contrôle. Et c'est pour cela que maintenant, on est sûr, c'est une maladie chronique, c'est une maladie du cerveau. C'est clair. C'est-à-dire qu'il y a des structures cérébrales qui sont touchées, et il y a le cortex orbitofrontal, il y a l'aire tegmentale ventrale, et il y a pratiquement les récepteurs dopaminergiques qui sont contrôlés. La dopamine, elle nous sert habituellement pour notre motivation, elle nous sert pour pouvoir programmer le temps de notre intervention, programmer le temps de nos activités habituelles, mais à un moment donné, tout est contrôlable. C'est-à-dire que le plaisir est contrôlable. Vous comprenez? Chacun a un plaisir. Vous comprenez? Chacun a quelque chose qu'il aime bien faire. Ça. Mais c'est contrôlable. C'est-à-dire que c'est programmé dans le temps. Mais le toxicomane, non. Vous comprenez? C'est maintenant, tout de suite. Il perd toute attitude de contrôle sur son comportement. Alors, pourquoi le médecin généraliste? Eh bien, c'est ça qui est important. Parce que, d'abord, c'est le premier recours. C'est clair, c'est le premier recours, parce que c'est le médecin du quartier, parce que c'est le médecin de famille, et puis aussi c'est le médecin qui est à proximité, qui est là, et qui va agir dans les premiers soins. Et puis c'est un repartable. Et c'est un médecin qui est facile d'accès. Vous comprenez? On le consulte pour tous les choses. Et ça, justement, j'invite les médecins généralistes à jouer le jeu et non pas à considérer le toxicomane dans sa composante stigmatisante. Vous comprenez? Voilà. Seulement, il y a des pièges à éviter et c'est sur ce point-là qu'on va aborder. Alors, bien sûr, il faut évaluer et comprendre. Il faut comprendre tout ce qu'on vient de dire, que finalement, la toxicomanie, ce n'est pas quelque chose de simple. C'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée, qui s'inscrit dans beaucoup plus dans la complémentarité. Il n'y a pas de prise en charge de toxicomanie sans un contexte de réseau. C'est-à-dire que si vous ne vous inscrivez pas dans un réseau, ce n'est pas la peine de tenter une prise en charge. Et la meilleure façon de s'intégrer dans le réseau, c'est de comprendre ce qui se passe après votre prise en charge. Il faut savoir identifier toutes les structures qui s'occupent de toxicomanes dans la région où vous êtes, obligatoire. Vous comprenez? S'il n'y a pas de cette complémentarité avec les médecins du secteur, vous êtes complètement désemparés, vous allez être envahis. Il faut savoir que les toxicomanes, ce sont des personnes très manipulatrices et sur cette manipulation qu'il faut éviter. Vous ne pouvez pas céder à la demande immédiatement. Vous êtes obligé de vous intégrer dans une prise en charge bien particulière et voici vos missions. Les missions, c'est d'abord un examen, c'est clair. Il faut examiner, il faut faire une anamnèse assez précise, il faut ouvrir un dossier, parce que ce dossier a une valeur médico-légale, et donc vous êtes inscrit dans une complémentarité. Vous savez quelles sont les structures avoisinantes qui s'occuperont de la toxicomanie en cas où les problèmes deviennent incontrôlables. Donc, vous allez évaluer la situation actuelle et vous allez voir les ressources du patient. Les ressources du patient, s'il n'a pas de ressources,
c'est extrêmement de mauvais pronostics. Les ressources sont familiales. Vous comprenez, elles sont d'abord intellectuelles, elles sont personnelles. C'est réellement s'il a un bon niveau, qu'il intègre bien sa maladie, il intègre bien que c'est quelque chose, c'est un processus chronique, et vous intégrez aussi les éléments de famille. Bien sûr, il faut faire un bilan médical, il faut faire un examen. Il est bien évident que tous les toxiques, par exemple, prenons le kiff. Le kiff, il est 100 fois plus cancérogène que le tabac, c'est clair. Donc, ça a été, les données l'ont montré. Il a une asthénie sexuelle. Il a toute une répercussion du cheveu jusqu'à l'angle des doigts de pied. Donc, il y a une répercussion à tous les niveaux. C'est pour ça qu'il faut faire un bilan général. Vous comprenez? Un bilan sanguin, un examen général. Et ça, qui sait mieux le faire que vous? Vous comprenez? Et donc, la deuxième des choses, c'est évaluer la motivation. La motivation à se faire traiter. Et s'il n'y a pas de motivation, il faut la susciter. La susciter en disant seulement aux patients, voici la situation actuelle. Une fois que j'ai fait le bilan, voici la situation. Vous avez une insuffisance respiratoire, par exemple. Vous avez un bilan rénal perturbé. Vous avez un bilan hépatique perturbé. Et voici la situation. Et que les choses, vous avez tel âge. Donc, c'est une façon de susciter la demande de prise en charge. Et ça, c'est très important de le dire aux patients. Vous comprenez? Si réellement vous ne savez rien faire, vous comprenez, donnez le conseil minimum. Vous comprenez? C'est-à-dire, et ça, le conseil minimum, ce terme de conseil minimum, il n'est pas de moi, il est des spécialistes de l'addiction. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le patient doit être informé sur ce que c'est la toxicomanie et que cette difficulté de s'en sortir. Bien sûr, il faut un suivi somatique. Bien sûr, toutes les maladies somatiques qu'il va présenter, il faut qu'il y ait un suivi, il faut qu'il y ait un bilan régulier, il faut remotiver le patient. Il est bien évident que ces patients ne s'en sortent jamais sans votre aide. Vous comprenez? Sans l'aide de ce réseau. Et ça, c'est important. Il faut que vous soyez un repère fiable. Ça, et ne pas, justement, et ne pas dire que, c'est-à-dire que ne pas le stigmatiser, et surtout ne pas dramatiser la situation, mais ne pas aussi, vous comprenez, s'engager et puis après se dessaisir de cette situation quand vous voyez l'invasion. J'ai dit tout à l'heure, qui est important, ne pas s'engager dans des prescriptions médicamenteuses de manière hasardeuse. Et ça, les prescriptions doivent être motivées et doivent être ponctuées pour une durée minimale de minimum 1 semaine à 1 mois. Alors, bien sûr, la prise en charge, c'est vrai, moi je ne vous demande pas de faire une prise en charge psychothérapeutique, mais il faut savoir que la prise en charge d'un toxicomane est toujours difficile, extrêmement difficile, que ce soit pour le médecin généraliste ou le médecin psychiatre ou le médecin addictologue, parce que la prise en charge implique plusieurs volets, implique la personnalité, implique la relation avec la drogue, implique une situation sociale et les conséquences de l'usage. Et ça, vous voyez que c'est multidimensionnel. Donc ça veut dire qu'elle implique le psychologue, elle implique le somaticien, elle implique le psychiatre, elle implique le psychiatre. Alors, bien sûr, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez comprendre au moins la cinétique de la substance qu'elle utilise. Obligé, il faut que vous soyez. Parce que si vous avez l'impression que vous connaissez mieux que le toxicomane, vous l'aurez. Le toxicomane, il comprend tout. Il comprend comment il injecte le produit et à quel moment il va avoir telle sensation et à quel moment la sensation va disparaître. Donc, il connaît toute la cinétique du produit. Il connaît tout. Vous comprenez? Ne jouez pas à l'expert. Lui, il connaît. Vous comprenez? Alors, ce que je vous demande, c'est de vous renseigner
sur la substance, sur toutes les substances, avant de vous engager dans la prise en charge. Donc, le premier contact, il permet d'établir une qualité d'écoute. Et la qualité d'écoute, elle est importante, vous comprenez. Elle est très, très, très importante, parce que c'est instaurer un dialogue de confiance, un dialogue avec le patient. Je crois que si vous instaurez le dialogue et que vous avez un élément, des éléments assez persuasifs et que vous captez l'attention, c'est déjà une partie d'acquis, parce que personne ne pourra vous l'enlever, et c'est quelqu'un... Et alors, dès que vous captez ce dialogue, ce patient-là, comme tous vos patients d'ailleurs, hein, comme tous vos patients, quand vous réussissez une relation avec votre patient, il devient ambassadeur auprès des autres, et il devient quelqu'un qui va vous faire de la publicité. Donc c'est important que votre relation d'écoute soit très importante. Donc, il ne faut surtout pas nier le problème, il ne faut surtout pas moraliser, il ne faut surtout pas provoquer une rupture, et surtout, ne pas devenir complexe. Parce que c'est tout ce problème-là qui va mener beaucoup de médecins généralistes devant le juge. Alors, le deuxième aspect, c'est la psychoéducation. C'est sur ce point-là que je voudrais insister. Parce que vous devez informer le patient sur sa toxicomanie, sur les produits qu'il utilise et sur les bilans de l'examen médical que vous aurez fait. Ça, c'est important. Vous devez l'informer. Vous devez l'informer lui, et vous devez informer ses parents si réellement il a été ramené par ses parents. Et la psychoéducation devient un temps essentiel. Alors je vous dirais que pour le terme de la psychoéducation, vous la réservez pour toutes les maladies que vous aurez à prendre en charge. Vous comprenez, pour tout, pour la prescription, pour les BPCO, pour le diabète, pour le truc, la psychoéducation devient un temps essentiel dans votre prise en charge, surtout pour les toxicomanies. Alors, bien sûr, tout ça, tous ces aspects que je viens de dire, c'est pour préparer une psychothérapie, parce que vous allez préparer, vous allez susciter cette motivation pour une psychothérapie que vous allez confier à un service d'addictologie. Vous comprenez? Donc vous êtes un relais, quelque part, de l'addictologie, et vous devez travailler en réseau, obligatoire. Vous comprenez? Donc vous devez connaître toutes les structures environnantes, vous comprenez? Et vous devez être quelqu'un qui s'inscrit dans cette chaîne de prise en charge. Et d'ailleurs, je crois que l'erreur de la prise en charge des toxicomanies, c'est qu'en Algérie, il n'y a pas de réseau. Vous comprenez? Chacun agit dans son coin, les associations dans un coin, les addictologues dans un coin, les médecins généralistes dans leur coin. Il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas une politique qui fait la cohésion de tous ces aspects. Alors, bien sûr, il y a pas mal de complications liées à la toxicomanie. Il y a au moins une, c'est clair. Toutes les études l'ont montré. Quand quelqu'un utilise un toxique pendant longtemps, à un moment donné de son évolution, il y a une dépression. C'est clair. C'est une évidence. C'est-à-dire qu'un toxicomane de 5, 10 ans, 15 ans, à un moment donné, il va développer une dépression. Et donc, on est obligé de traiter cette dépression. Et la prescription d'un antidépresseur à un comprimé par jour, ce n'est pas seulement dévolu à un psychiatre, on peut aussi prescrire. Les antidépresseurs sont dépourvus de phénomènes d'addiction, sont dépourvus de phénomènes de toxicomanie. Alors, dans la façon de discuter, je crois que cet acronyme, j'ai envie quand même que vous le reteniez, ça c'est important. Quand vous discutez avec quelqu'un,
il faut utiliser des questions ouvertes. Vous comprenez? Ce n'est pas des questions fermées qui ont tendance à la réponse oui ou non. Depuis quand? C'est-à-dire, est-ce que vous prenez du kiff? Non. Est-ce que vous prenez... Non. Non. Est-ce que vous faites ça? Non. Des questions. Depuis quand? Racontez-moi un peu votre toxicomanie. Laissez des questions ouvertes. Et de telle façon à amener la discussion. Il faut que ce soit des discussions ouvertes. Une fois que vous faites la question ouverte, à un moment donné, vous êtes obligé de résumer. Si je comprends bien, depuis quelque temps, vous m'avez ramené, vous avez pris la toxicomanie, il y a eu une évolution sur cet aspect-là. Donc, je vais résumer, mais je résume avec les propos du patient pour que le patient comprenne très bien que j'ai bien saisi ce qu'il m'a dit. Vous comprenez? Et donc, ça, c'est important. Donc, c'est ce qu'on appelle une écoute réflexive. Vous comprenez? Il faut toujours terminer votre consultation en résumé. Si je comprends bien, depuis tout à l'heure, voici, donc votre toxicomanie a débuté il y a quelque temps et s'est aggravée actuellement. Vous êtes fatigué, vous êtes déprimé, voilà. Donc, je vais vous faire ça, vous faire ça, vous faire ça, prescrire ça, et je vais vous revoir la semaine prochaine. Voilà. Et c'est ça qui est important. Et puis, une fois que vous avez fait la psychoéducation, une fois que vous avez évalué, que vous avez fait la psychoéducation, à ce moment-là, vous réservez le troisième temps de l'orienter vers les centres qui sont habilités à prendre en charge cette toxicomanie au long cours parce qu'elle est très, très importante. Alors, les objectifs, c'est clair. Vous savez, il y a des toxicomanies extrêmement importantes, graves. Vous comprenez, la cocaïne, l'héroïne, et ainsi de suite. Et ça, il faut le savoir que du point de vue médicamenteux, vous aurez tendance à utiliser des sédatifs, vous aurez tendance à utiliser des antihypertenseurs. Et donc, il faut savoir que pour certains patients, vous comprenez, et ce sont des drogues dures, donc il va être dans un effet de dépendance assez important. Vous êtes obligé de prescrire des sédatifs puissants, et ça, vous ne pouvez pas le faire sans l'assistance d'un centre d'addictologie. Alors, les traitements de sevrage, il y en a pas mal, donc ce n'est pas la peine. Mais s'il y a des questions, je pourrais éventuellement y répondre. Mais pour faire court, c'est quand même une prise en charge qui nécessite des formations. Je les ai cités ici, c'est pour vous dire que la difficulté de la prise en charge d'une toxicomanie, pas comme, c'est-à-dire une simple crise d'asthme ou une simple toxite, un traitement qui se fait au long cours et qui est en rechute. Et la rechute ne doit en aucun cas être un élément démotivant dans votre prise en charge. C'est reconsidérer l'élan et reconsidérer la prise en charge et revoir un petit peu ce qui n'a pas marché. Je voudrais terminer par des questions répondues, vous comprenez, dans notre pratique quotidienne. Est-ce que toutes les drogues se valent? Est-ce que les drogues douces ou les drogues dures, c'est pareil? Bien sûr que c'est faux. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce n'est pas comme quelqu'un qui consomme du kiff, ce n'est pas la même chose que celui qui consomme de l'héroïne. C'est une évidence, vous comprenez? Chaque drogue a ses points faibles, a ses points forts, a ses complications, a ses incidents et a ses accidents. Donc, il est bien évident que quand on voit en termes de gravité, l'alcool, c'est le plus grave. Vous comprenez? C'est la dépendance, elle est physique, elle est psychique et elle occasionne des dégâts pratiquement sur tout le corps. Quand vous voyez, par exemple, le kiff, il y a une incidence beaucoup plus dans la sphère pleuropulmonaire. Pardon. Alors, quand on se drogue beaucoup ou un peu, est-ce que c'est la même chose? Non, ce n'est pas la même chose. Bien sûr, il faut qu'il y ait une répétition de ces drogues d'une manière
fréquentes et de manière abusive pour que l'on atteigne un certain seuil de gravité. Et ça, c'est important de le dire. Et donc, c'est pour ça que dans notre anamnèse, on va s'assurer de cette difficulté. C'est-à-dire, est-ce que réellement, il est dans une progression constante. Pardon. Alors, on peut devenir toxicomane à son insu. Non, vous comprenez? C'est vrai que dans le tabagisme passif, il y a une intoxication. C'est vrai, c'est vrai. Mais on ne peut pas être toxicomane ou tabagique ou nicotinomane à son insu. Non, il faut qu'il y ait un comportement. Au départ, c'est un comportement voulu par le patient. Vous comprenez? Par l'individu. Et à un moment donné, il est enfermé dans cette spirale qui l'amène progressivement vers un comportement d'addiction. Alors, est-ce que les drogues interdites par la loi sont les plus dangereuses? C'est faux. Vous voyez, par exemple, le tabac, c'est la toxicomanie la plus grave dans le monde, vous comprenez. Et elle est délivrée normalement dans chaque coin de rue. L'alcool, il est vendu aussi normalement, vous comprenez. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, ça ne veut pas dire que ce sont que les choses interdites par la loi sont dangereuses. Vous comprenez? Non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement l'alcool est plus dangereux. L'alcool est le plus dangereux. Le tabac, c'est le plus mortel. Vous comprenez? Voilà. Il n'y aurait pas... Alors là, c'est important. Il n'y aurait plus de drogués si on supprimait le trafic. Vous comprenez? Non. La preuve, c'est que chaque fois qu'on a supprimé le trafic, l'individu, il est tellement génial dans la recherche de substances, vous comprenez, et on a vu que dans certains pays où on a supprimé le trafic, eh ben, c'est clair, c'était l'alcool à brûler, et on avait des névrites rétrobulbaires, vous comprenez, et qui venaient en Algérie se faire soigner. Donc, il y avait aller rechercher dans les pays du Nord, c'était de l'alcool frelaté. C'était de l'alcool qui était fabriqué dans les garages. Et il avait, c'est de l'alcool qui allait directement vers les noyaux gris centraux, il les déterrorisait et en faisait de ces individus qui étaient valides des débiles profonds. Alors, quand on est toxicomane, on ne s'en sort plus. Non, vous comprenez. C'est ça qui est important à savoir. C'est-à-dire que si réellement, d'abord, il y a une volonté, on peut s'en sortir, on peut aller de l'avant. C'est vrai que le chemin est difficile et donc il y a toute une volonté et c'est en ce sens qu'on évaluera les ressources de ces patients. Alors, il n'y aurait plus de toxicomanes si on informait les jeunes des dangers de la drogue. Vous pensez bien que pas du tout, que non, pas du tout. Vous comprenez? L'information qu'on va donner juste nous permet juste de diminuer l'importance des jeunes qui vont s'adonner à la drogue et l'information doit être continue, régulière et pas assez pour pouvoir accompagner ces jeunes jusqu'à à l'âge adulte. Vous comprenez? Et ça, on ne cessera jamais de les informer parce que ce que disait Oliver Einstein, très simple, il dit que pour se droguer, il faut un individu. Vous comprenez? Il faut la rencontre de 3 événements. D'abord, l'individu. L'individu qui est demandeur. Et dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça veut dire? On va aller à la recherche de quelque chose qui nous manque dans la nature. Et voilà qu'à un moment donné, à un virage, il y a une situation psychologique, vous comprenez, il y a une détresse psychologique assez importante. Donc voici le deuxième aspect. Le troisième aspect, voilà que dans ce virage, il y a la disponibilité d'une substance qui va nous rendre notre bonheur, vous comprenez. Ces fréquentations qui nous donnent un bonbon ou qui nous donnent une cigarette et qu'on trouve le calme, vous comprenez, les choses disparaissent. Et là,
on s'enferme de quelque chose qui va nous emmener progressivement vers la toxicomanie. Donc c'est la rencontre de trois choses, c'est l'individu, la substance et une circonstance psychologique particulière qui nous amène vers ça. Et la vie d'un individu, c'est ça, elle est conditionnée normalement la recherche du plaisir. Vous comprenez? Et l'individu, ce n'est pas seulement la recherche du plaisir, c'est éviter aussi le déplaisir, c'est-à-dire éviter les choses qui nous dérangent. Vous comprenez? Et c'est tout le problème de la vie de tous les jours. Et je vous remercie.